Très bien, cher Philippe du cabinet Écologie Urbaine, chère Sandra de la ATF, l'Association des administrateurs territoriaux de France, chers auditeurs et spectateurs, bonjour. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous de la transition écologique organisé par la ATF. Et nous avions déjà eu l'occasion de nous retrouver et d'aborder ensemble plusieurs thématiques. Le 4 février dernier, la transition écologique au sens large. Le 25 mars dernier, l'enjeu de la résorption des îlots de chaleur. Et aujourd'hui, en ce 6 mai 2021, nous abordons l'enjeu de rénovation thermique du logement et des équipements. Alors, un enjeu extrêmement vaste. L'enjeu est énorme puisque on dénombre en France 5 millions de passoires thermiques sur les 37 millions de logements. Ces logements représentent 75% de la surface totale de bâtiments. Donc, on peut tout à fait s'y concentrer. Cet enjeu est au cœur de la loi climat et résilience. Et puis, les réalités sont extrêmement diverses entre le logement social, qui fait l'objet de financements massifs dans le cadre du plan de relance, et entre également les pavillons particuliers qui essaiment le territoire. Quelques chiffres pour ouvrir la séquence. En France, donc, seuls 0,2% des travaux engagés le sont dans le cadre d'une rénovation globale. Or, on sait que cette rénovation globale est de loin la plus efficace, compte tenu de l'enjeu. Donc, par ailleurs, seulement 94% des logements affichent une étiquette énergétique inférieure à B, donc plus défavorable, et ce, alors même que l'objectif est de porter la totalité du parc en BBC d'ici 2050, donc avec une étiquette énergétique plus favorable que B. Alors, cela impose pour nous 370 000 rénovations globales d'ici 2022 et un objectif de 700 000 rénovations globales par an au-delà de 2030. On en est loin, et pour atteindre ces objectifs, il faut trouver des solutions qui sont à la fois des solutions techniques, des solutions juridiques et des solutions financières. Mais la difficulté de réussir justifie la nécessité d'entreprendre, dirait Beaumarchais, et nos invités sont d'ailleurs là pour nous y aider. Alors, nous avons 4 invités aujourd'hui. Arnaud Guébilla. Arnaud est ingénieur conseil rénovation chez Pouget Consultant. Il y est depuis 7 ans et il dirige un pôle qui intervient dans 3 champs d'intervention. D'une part, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, d'autre part, le conseil auprès des institutionnels, dont l'ADEME, la DHUP. Et par ailleurs, donc, les missions de R&D, tant auprès d'entreprises qu'auprès d'organisations publiques, visiblement. Arnaud est spécialiste de la rénovation du bâti ancien et de la physique du bâtiment. Bonjour Arnaud. Bonjour à tous. Frédéric Rosenstein donc est ingénieur service bâtiment à l'ADEME, en charge du secteur tertiaire et vraiment spécialiste des contrats de performance énergétique. Donc, il nous en expliquera tous les enjeux. Le contrat de performance énergétique étant un levier pour une rénovation massive des logements et au-delà des équipements. Voilà, bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Frédéric Delomeau, donc directeur habitat et rénovation à l'Agence parisienne du climat. Il est urbaniste de formation. Il a passé plus de 15 ans sur des sujets d'énergie, du climat, au contact du grand public, mais également des collectivités. Il coordonne toutes les activités de l'APC sur l'habitat durable et la rénovation. Voilà, bonjour Frédéric. Bonjour. Et nous avons donc un quatrième invité avec Thomas Marchetto, qui est expert en patrimoine public chez Espelia. Donc programmiste senior, et puis donc vraiment spécialiste et multidimension, je dirais, avec à la fois une spécialité qui est juridique, financière, managériale, et donc Thomas est expert en management d'actifs d'immobilier public. Il réalise des études préalables et préopérationnelles de cadrage et de définition de la commande publique. Voilà, bonjour Thomas. Bonjour à tous. Donc, après avoir rappelé le contexte de la rénovation thermique en France, nous aborderons successivement les solutions techniques, financières et juridiques mises en place pour donc engager ce défi. Et nous ferons enfin un focus particulier sur le rôle des collectivités en la matière. Alors, cet atelier se veut très participatif et nous proposerons aux auditeurs de questionner les intervenants à la fin de chaque séquence. Donc, nous ferons un temps d'arrêt à la fin de chaque séquence. Voilà, alors, à l'issue de cette présentation, qui est très générale, je propose aux deux Frédéric de nous poser le contexte.
Très bien. Donc, effectivement, je vais rappeler quelques éléments de contexte et je vais me concentrer sur le secteur tertiaire. Alors, tout d'abord, le secteur du bâtiment. Donc, ça représente, pour le secteur résidentiel et tertiaire, 46% des consommations d'énergie en France et un quart des émissions de gaz à effet de serre. Si on regarde le secteur tertiaire, donc le secteur tertiaire, d'un point de vue économique et de l'emploi, c'est essentiel, hein, c'est 75% des emplois en France. Et en termes de surface, c'est aujourd'hui 1 milliard de mètres carrés. Concernant le patrimoine des collectivités locales, sur ce milliard de mètres carrés, ça représente 280 millions de mètres carrés. Et donc le parc de bâtiments tertiaires représente quant à lui un tiers des consommations d'énergie du secteur des bâtiments et donc 2 tiers pour le secteur résidentiel. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quand on regarde l'évolution des surfaces, donc depuis les années 80, les surfaces ont quasiment doublé en fait, hein, parce que l'économie française, on va dire, s'est tertiarisée. On a beaucoup développé le secteur des services, mais on observe quand même un ralentissement de la croissance des surfaces depuis 2008-2009, la crise financière. Quand on regarde l'évolution des consommations d'énergie finale à climat normal, on voit qu'il y a quand même une stagnation des consommations d'énergie, voire une légère baisse depuis 2010. Donc on peut juger que c'est positif. Néanmoins, quand on regarde les objectifs qu'on s'est fixés, notamment d'ici 2050, on voit qu'il y a un gros effort à faire pour atteindre ces objectifs. Donc les branches qui consomment le plus d'énergie dans le secteur tertiaire, donc c'est les branches du commerce et des bureaux. Puis viennent ensuite l'enseignement et le secteur de la santé. Donc, diapo suivante. Donc, si on fait un zoom sur les communes, donc ça, ce sont des chiffres issus de l'enquête patrimoine communal que mène l'ADEME tous les 5 ans. Donc, ça, ce sont les chiffres 2017 publiés en 2019. Donc, la facture énergétique du patrimoine communal s'élève à 2,6 milliards d'euros par an et ça représente plus de 4% du budget de fonctionnement des communes. Donc ça, c'est facture énergétique, ça comprend la consommation d'énergie des bâtiments, de l'éclairage public et des véhicules de la commune. Les bâtiments communaux représentent quant à eux 80% des consommations énergétiques des communes. Et dans les bâtiments, les bâtiments qui consomment le plus, ce sont les écoles. Donc ça représente un tiers des consommations d'énergie du patrimoine communal. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour atteindre des objectifs qu'on s'est fixés en 2050, il y a différents dispositifs. Donc, il y a la réglementation sur les bâtiments neufs, la réglementation sur les bâtiments existants dès lors qu'on fait des travaux de rénovation énergétique ou des travaux de rénovation tout court. Et puis, depuis la loi Elan, il y a un dispositif qui est vraiment structurant pour le secteur tertiaire. C'est le dispositif éco-énergie tertiaire, donc qui fixe des objectifs d'économie d'énergie à atteindre à différentes échéances, donc 2030, 2040, 2050. Et ce sont des objectifs très ambitieux puisqu'il faut atteindre 40% d'économie d'énergie en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Donc ce sont des objectifs qui sont fixés par rapport à une consommation de référence qui est fixée, qui est fixée par rapport à une année qui peut aller jusqu'à 2010. Alors ce qui est important, c'est que c'est un objectif fixé en énergie finale et sur tous les usages. Tous les usages sont concernés. Alors quand la réglementation, par exemple, sur le neuf ne concerne que 5 usages, chauffage, ventilation, climatisation, ECS et éclairage. Alors, ces objectifs sont fixés en valeur relative, mais ils peuvent être également fixés en valeur absolue. Ça concerne notamment les bâtiments performants, les bâtiments notamment neufs, puisque fixer 40% d'économie d'énergie pour un bâtiment neuf, c'est beaucoup trop contraignant. Donc, il y a des objectifs qui vont être fixés aussi en valeur absolue et qui sont définis dans des arrêtés. Donc, il y a déjà un premier arrêté qui est paru et d'autres arrêtés vont suivre. Alors, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, qui est concerné par ce dispositif? Donc, c'est tous les bâtiments tertiaires, toutes les branches du secteur tertiaire, bâtiments publics comme privés, mais il y a un seuil de surface qui a été fixé. Et donc, ce seuil est fixé à 1000 m². Donc, c'est tous les bâtiments d'une surface supérieure ou égale à 1000 m².
c'est toute partie aussi d'un bâtiment à usage mixte, dès lors que la somme des surfaces tertiaires dépasse 1000 m². Alors, il y a quelques rares exemptions. Donc, c'est les constructions provisoires, les lieux de culte, et puis tout ce qui est bâtiment à fin de défense, de sécurité civile et de sûreté intérieure. Diapo suivante. Et donc là, je passe la main à... C'est Frédéric qui prend la main pour donner quelques éléments sur la partie résidentielle. Tout à fait. Oui, bonjour à tous et veuillez m'excuser, je pourrais vous ajouter quelques slides d'ailleurs là-dessus si vous voulez sur la présentation finale. Alors côté logement, donc on parle là des 2 tiers restants. Donc les 2 tiers restants, qu'est-ce que c'est? C'est 36 millions de logements en France, 36 millions qu'on peut regarder avec plusieurs angles. On peut les regarder d'abord par une première typologie autour du statut d'occupation. Donc sur ces 36 millions de logements en France, 30 millions sont des résidences principales. Pour 25 millions d'entre eux, il s'agit du parc privé. Et pour les 5 millions d'entre eux, il s'agit du logement social. Une autre façon de voir ces 36 millions de logements, c'est de voir qu'est-ce qui relève de la maison et qu'est-ce qui relève du collectif. 56% de ces 36 millions sont de la maison individuelle, telle qu'on la connaît. Pour 44%, il s'agit d'immeubles de logement collectif, dans lequel on va retrouver donc soit de la copropriété, soit très souvent aussi du parc social. Ces 36 millions de logements sont occupés évidemment par des locataires ou des propriétaires occupants. On a 18 millions de foyers propriétaires occupants en France, donc à peu près la moitié de l'effectif. Et pour l'autre moitié, on a donc des locataires, soit locataires du parc social pour donc 5 millions, soit du parc privé pour une autre proportion, pour 7 millions. C'est important d'avoir ces éléments-là en tête pour un peu comprendre en fait la typologie du parc de logement et du coup la possibilité, enfin comment l'acte de rénover va être mené. Alors sur l'acte de rénovation aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Déjà, combien ça coûte? Alors évidemment, il y a un écart type qui est très important parce qu'il s'agit pas, c'est pas la même chose d'aller rénover une grande maison du XVIIe siècle en campagne qui fait 300 m² par rapport à un logement de HLM, bien évidemment. Pour autant, en termes de moyenne, on peut tourner autour de 20 à 25 000 euros par logement. Avec ces montants-là, on est sur l'ordre de grandeur. Et on arrive à mener ce qu'on appelle une rénovation globale qui est encore trop peu mise en place, comme le disait Nadège Battista en intro. Seulement 0,2% des rénovations qui se font aujourd'hui dans l'habitat sont des rénovations globales au sens entendu par la loi. Donc voilà pour le coût moyen. Alors du coup, on peut rapidement faire une quote-part. Prenons 36 millions d'euros 36 millions de logements en France. On multiplie ça par 20-25 000 euros et on arrive à un gros chiffre, mais qui donne un peu l'enjeu. On tourne au moins à 750 milliards d'euros. À mon avis, vu les difficultés techniques qu'il peut y avoir, on serait plutôt autour du millier de milliards. Voilà l'ampleur du sujet. Par rapport à ça, on peut regarder aujourd'hui quel est le marché de la rénovation. Alors ce marché, on a un chiffre qui est de 62 milliards d'euros par an d'euros qui sont mis par les Français sur la rénovation de leur logement. Donc finalement, en proportion, on se rend compte qu'il y a déjà un marché qui est relativement conséquent. Une des difficultés par contre qu'on a, c'est quelle part de ce marché est orientée sur la rénovation énergétique. Et c'est là que le bas blesse, puisque on peut estimer qu'autour de 10% de ce montant, peut-être un peu plus, est directement consacré à des dépenses liées aux rénovations énergétiques. Donc tout le reste, on va être sur de l'aménagement intérieur, des peintures, du réaménagement. Voilà un peu pour ces ordres de grandeur. Peut-être une autre façon aussi de regarder ce marché de la rénovation. On estime généralement qu'il y a à peu près 1% de rénovation dans le parc existant par an. L'objectif qui se dessine tournerait plutôt à être entre 3 et 5% de rénovation à un niveau qualitatif bien différent de celui qu'il est aujourd'hui. Voilà pour les enjeux. Merci. Donc, on va laisser la parole à Pougy Consultant pour 10 minutes d'introduction sur la partie des solutions. Alors peut-être Philippe avant. Excuse-moi, Nadège, vas-y. Peut-être que si les auditeurs ont des questions, ils peuvent également les poser à nos intervenants. Tout à fait. On a entendu vers Gabriel, on n'a pas de questions pour le moment. Ah ben, très bien. Donc déroulons.
Donc, Pouget Consultant, voilà, tout à fait. Merci Philippe. Alors je vous propose de faire un petit focus du coup sur le parc tertiaire et de voir comment on peut caractériser ce parc, notamment au sein d'un parc immobilier, par exemple celui d'une collectivité, et voir ensuite quelles solutions on peut mettre en face pour rénover ce parc. Donc une première slide un peu qui fait écho au contexte qu'on a déjà présenté, donc sur le parc tertiaire qui représente, on l'a dit, un tiers des consommations en énergie finale sur le parc existant à l'échelle nationale. On a un parc tertiaire qui est assez varié, qui correspond à différents usages. Ça va du bureau à la santé, en passant par le commerce, les équipements sportifs. C'est vraiment des usages très variés. Et donc, quand on compare, quand on croise plutôt les surfaces considérées et les performances énergétiques en kilowattheure par mètre carré par an, eh bien, on aboutit à ce type de graphique qui permet de voir le poids énergétique de chaque usage de bâtiments tertiaires. Donc, on voit déjà qu'on a plusieurs blocs qui se détachent, le commerce, le bureau et l'enseignement qui sont à traiter en priorité. Et on voit aussi qu'on est en termes de performance énergétique assez loin des objectifs à horizon 2050, et donc d'où le décret tertiaire qui va permettre petit à petit de diminuer drastiquement ses consommations sur chacun de ces usages. Donc, on peut passer à la slide suivante. Alors, si on considère donc un parc immobilier spécifique, donc par exemple celui d'une collectivité, la première chose à faire, c'est de bien caractériser ce parc, donc de mieux connaître les bâtiments qui le composent. Donc pour ça, on peut utiliser la notion de typologie constructive représentative. Donc en fait, chaque bâtiment évidemment est unique, mais on peut quand même les regrouper par certaines grandes caractéristiques qu'ils partagent. Donc on peut faire des familles de bâtiments cohérentes. Donc on peut les regrouper par usage, par exemple, donc tous les bâtiments d'enseignement, tous les bâtiments de bureaux, tous les bâtiments, tous les équipements sportifs, par exemple. On peut les regrouper aussi en fonction de la période constructive, parce qu'ils ont obéi aux mêmes réglementations s'ils font partie de la même période constructive, et donc ils partagent les mêmes caractéristiques thermiques, notamment à l'origine. On peut aussi les regrouper par vecteur énergétique, donc tous les bâtiments reliés à un réseau de chaleur, par exemple, ou tous les bâtiments encore chauffés au fioul au sein du parc considéré. Et donc tout ça permet de les regrouper en sous-familles de bâtiments cohérentes et auxquels on pourra associer des scénarios de rénovation assez semblables. Une fois qu'on a caractérisé ce... Alors, j'ai pas fini. Voilà. Une fois qu'on a caractérisé ce parc, donc là, on peut utiliser des indicateurs tels que les consommations surfaciques, les consommations totales ou encore les étiquettes DPE qui permettent de comparer les bâtiments entre eux et donc de prioriser les bâtiments sur lesquels on va s'attarder pour des travaux et aussi pour des études à mener pour mieux caractériser, en tout cas plus finement, ces bâtiments. Et donc tout ça est régi par une norme, c'est la norme EN 16247 que j'ai pas le temps de vous détailler ici, mais qui regroupe ces éléments de segmentation et d'extrapolation à l'échelle d'un parc. Alors on peut passer à la slide suivante. Donc une fois qu'on a priorisé les bâtiments qui doivent être traités en priorité, on peut aussi définir le degré d'étude, le niveau de détail qu'on associe aux études à mener en amont. Donc 3 grands types d'études qu'on peut mener au niveau énergétique. Donc il y a le diagnostic simplifié. Donc là, on est sur une étude assez simplifiée où il y a une visite sur site et ensuite, via des diagnostics visuels et via une caractérisation donc, de chaque lot, que ce soit sur l'enveloppe ou sur les équipements, quand on caractérise la performance énergétique des éléments et la vétusté, en croisant les deux, on peut déjà définir des premiers scénarios de travaux en définissant lot par lot, si des actions sont à mener à court terme, à moyen terme ou à long terme. Donc là, c'est une version assez simplifiée, il n'y a pas de calcul à proprement parler, mais ça permet déjà de tracer une feuille de route travaux à l'échelle du bâtiment. Ce qu'on a en étude intermédiaire, ça va être l'audit réglementaire. Donc là, c'est évidemment une visite sur site et aussi une proposition de programme de travaux. Mais la différence, c'est qu'on va modéliser le bâtiment sur un logiciel de calcul. On va maîtriser le bâtiment, on va caractériser la performance de ces éléments et on va sortir des consommations théoriques qu'on va comparer aux factures énergétiques pour être sûr d'avoir un modèle qui tienne la route. Et ensuite, on va quantifier les actions d'économie d'énergie et les scénarios de travaux et on va estimer de façon quantitative les économies d'énergie. Et ce qu'on peut faire de plus détaillé, donc là c'est vraiment ce qu'on peut faire entre guillemets de mieux en termes d'études, c'est ce qu'on appelle la simulation thermique dynamique. Donc là c'est des logiciels beaucoup plus poussés qui vont beaucoup plus se rapprocher du comportement réel du bâtiment pour estimer ses consommations. Et c'est un type de logiciel qui permet aussi de prendre en compte des notions de confort. Donc on va pas simplement regarder les consommations énergétiques, mais on va aussi regarder la température et tous les éléments caractérisant le confort des occupants à différents moments de l'année. Donc c'est par exemple ce qu'on fait nous sur des écoles où on a des surchauffes en été dans certaines classes. Via ce logiciel, on peut, en plus des consommations, estimer les notions de confort et d'inconfort potentiel.
C'est la slide suivante. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on fait une étude énergétique, et a fortiori si on fait une étude détaillée, on va regarder, et notamment au moment de la visite, les éléments liés à l'énergie, mais aussi on va regarder le bâtiment de façon un peu plus globale, parce que autant faire se peut, on va essayer de caler des programmes de travaux liés à l'énergie sur des programmes de travaux plus globaux, notamment qui prennent en compte les éléments d'entretien, de maintenance et de renouvellement à l'échelle du bâtiment. Donc désolé pour la correction orthographique, c'est la conformité électrique que je voulais mentionner, et pas éclectique. Du coup, on va regarder certaines notions telles que les conformités, donc notamment la conformité électrique. On va regarder la sécurité incendie au niveau du bâtiment. On va regarder l'état de vétusté de chaque élément et pas simplement les éléments liés à l'énergie. On va regarder par exemple les réseaux, donc tout ce qui est évacuation, alimentation et leur état. La conformité réglementaire, notamment en termes d'accessibilité. En tout cas, on va essayer de faire un diagnostic vraiment complet, énergétique et technique à l'échelle du bâtiment, ce qui va permettre ensuite de caler des programmes de travaux énergie qui se calent au maximum sur les programmes de travaux un peu plus globaux à l'échelle du bâtiment, sur tous les travaux à mener. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, une fois qu'on a caractérisé chaque bâtiment et qu'on a une meilleure vision du parc considéré, on a donc évidemment des solutions de rénovation à mettre en face. Alors là, je vous ai mis quelques grands principes pour ne pas rentrer trop dans le détail, mais 6 grands principes que j'ai rappelés ici. Donc, le premier, on vient de le voir, c'est de passer un petit peu de temps en conception pour bien caractériser les bâtiments, mener les études qu'il faut mener et être sûr de bien d'avoir une bonne vision de l'état initial. Ça permet d'optimiser la qualité des travaux, d'optimiser la cohérence des scénarios de travaux et d'optimiser aussi le coût des interventions en associant au maximum la rénovation énergétique aux travaux un peu plus larges. Donc ça fait écho au deuxième point, c'est ce qu'on disait, donc c'est embarquer la performance énergétique. Donc en fait, on va essayer et on va du coup via les audits et via les études, on va associer cette performance énergétique à des travaux d'entretien et de renouvellement. Donc par exemple, si vous avez un bâtiment qui a une façade qui est en mauvais état, on sait que les travaux de ravalement qui de toute façon devront avoir lieu, on va les intégrer avec une isolation et on va intégrer une isolation notamment par l'extérieur en même temps que le ravalement. Pareil, si vous avez un équipement de chauffage qui est en fin de vie, on sait que c'est à ce moment-là qu'on va essayer, au moment du remplacement de cet équipement, d'investir un peu plus pour choisir un équipement performant ou par exemple changer de vecteur énergétique ou essayer de décarboner l'énergie utilisée. Dans chaque action qu'on va proposer, on essaie aussi de viser des exigences ambitieuses et notamment compatibles avec les horizons 2050. Donc l'idée, c'est de ne pas s'arrêter à la réglementation ni même à ce que demandent les aides financières à minima, mais c'est d'être un peu plus ambitieux, et donc notamment en épaisseur d'isolant, ne pas s'arrêter au minimum demandé en termes de résistance thermique, mais d'aller un peu plus loin parce que les épaisseurs en plus d'isolant, enfin les centimètres en plus d'isolant sont pas ceux qui vont coûter très cher, mais par contre, ça va améliorer largement la diminution du besoin en chauffage, notamment du bâtiment. Pareil, donc on l'a vu, pour les équipements de chauffage, quand vous avez un équipement en fin de vie, il ne faut pas hésiter à un peu plus investir pour être sûr d'avoir un équipement qui soit compatible avec les exigences 2050. On demande aussi à favoriser des rénovations globales, donc de favoriser l'association de travaux et d'avoir une logique multi-lot et pas simplement du lot par lot, ce qui permet de mutualiser un peu les coûts et d'avoir une rénovation qui soit plus optimisée financièrement, et surtout ça permet aussi de mieux gérer les interfaces entre les lots et d'avoir une qualité de rénovation qui soit augmentée. On essaie aussi d'avoir un suivi qualité des travaux et de vérifier ensuite les consommations réelles. Donc l'idée, c'est de suivre une fois que les travaux sont terminés, donc via par exemple un test d'étanchéité à l'air ou via par exemple un passage de caméra thermique, on peut vérifier que les travaux ont bien été faits. Je vous ai mis à droite un exemple de caméra thermique où on est passé sur un chantier il y a quelques années, donc avec une isolation par l'extérieur qui avait été faite, mais l'isolation n'avait pas été mise autour des fenêtres, et donc on voit que malgré le coût qu'avait représenté cet acte travaux, on avait quand même des déperditions qui n'étaient pas du tout complètement traitées parce que justement cet entourage de fenêtres n'avait pas été traité par l'isolant. Et donc aussi regarder les factures réelles. Donc ça, c'est en ça c'est à ça que répond la plateforme Opéra notamment, c'est de vérifier vraiment année après année quelles sont les économies d'énergie réelles constatées et vérifier qu'on atteint bien ces objectifs-là sur facture avec les horizons de temps qui ont été définis, donc 2030, 2040 et 2050. Et enfin, dans toute action de rénovation, on pense à l'énergie, mais on pense aussi au carbone. Donc
dans le secteur de la rénovation, c'est surtout le carbone émis en exploitation qui va être impactant. Donc, quand on réduit les consommations d'énergie, de fait, on réduit aussi les émissions de carbone en exploitation. Mais ça vaut quand même le coup, justement, quand on a des énergies très carbonées telles que le fuel, ça vaut le coup quand même de les remplacer par un raccordement à un réseau de chaleur ou par exemple par une chaufferie biomasse pour être sûr de bien décarboner l'énergie en exploitation. Et il faut aussi s'intéresser au poids carbone de ce qu'on appelle les PCE, donc les produits de construction et équipements, c'est-à-dire que quand on vient intervenir sur l'isolation d'un bâtiment à résistance thermique équivalente, il faut essayer de privilégier les produits qui ont l'impact carbone le plus faible. Et donc c'est en ça que répond notamment un label qui est le label VBCA Rénovation, donc bâtiment bas carbone, qui permet de valoriser les bâtiments tertiaires qui font des rénovations qui limitent cette empreinte carbone. C'est la slide suivante. Donc quelques éléments techniques que j'ai relevés. Alors il y a évidemment plein de sujets techniques, je ne peux pas tous les lister, mais j'en ai relevé quelques-uns sur l'enveloppe et sur les systèmes et les solutions qu'on peut mettre en face en œuvre. Un des sujets qu'on a, et donc ça c'est assez commun au logement, mais aussi au tertiaire, c'est le traitement des bâtiments anciens. Donc quand on dit bâtiments anciens, c'est des bâtiments, alors réglementairement parlant, qui ont été construits avant 1948, mais surtout techniquement, c'est des bâtiments qui sont construits avec certains types de matériaux qu'on appelle des matériaux traditionnels, donc la pierre, la brique, le pan de bois. Et ces bâtiments-là doivent faire l'objet de scénarios de rénovation adaptés parce que assez complexes à rénover. Et l'une des contraintes qu'on a, c'est la contrainte patrimoniale parce que quand on a des façades comme celle qu'on voit à droite, là, en pierre de taille, on peut évidemment pas intervenir par l'extérieur pour isoler le bâtiment et donc on est obligé d'intervenir par l'intérieur, donc de placer l'isolant côté intérieur. Et là, il y a pas mal de contraintes qui sont associées parce qu'on intervient en site occupé, parce qu'on réduit la surface utile du bâtiment. Enfin, il y a des coûts évidemment associés. Enfin, c'est assez complexe. Et donc, on a certains isolants qui ont été développés justement pour répondre à ces contraintes de réduction de l'emprise de l'isolant sur la surface utile. C'est notamment le cas des isolants sous vide. C'est des isolants très performants qui permettent de réduire l'épaisseur d'isolant tout en ayant une résistance thermique suffisante. Et donc ça, c'est ce type d'isolant qu'on peut utiliser quand on est en secteur très, très tendu au niveau prix de l'immobilier pour limiter la surface utile perdue avec l'isolation. Et un autre problème que ça pose, donc là on rejoint un peu la physique du bâtiment, c'est que quand on vient intervenir sur un mur ancien, quand on vient l'isoler, faut faire très attention à la compatibilité entre l'isolant installé et le mur ou la paroi et le matériau considéré, parce qu'on peut perturber ce qu'on appelle les transferts hygrothermiques à travers les parois, donc tout ce qui est flux de vapeur d'eau ou d'humidité, qui peut, si jamais c'est mal pris en compte, conduire à des problèmes d'humidité et de moisissure qu'on peut avoir dans certains bâtiments par la suite. Et donc en ça, il y a certains produits qui existent, notamment ce qu'on appelle les enduits isolants, donc qui associent souvent d'ailleurs des matériaux biosourcés qui permettent de mieux gérer ces transferts de vapeur d'eau et qui permettent de mieux isoler le bâtiment. Et on peut aussi passer par un bureau d'études qui peut faire des études hygrothermiques. Donc là, il peut vérifier, suivant les isolants qu'on a prévus, si ça présente ou pas un risque dans le futur par rapport à ces problèmes d'humidité. Donc voilà, pas mal de contraintes en bâti ancien, mais des solutions évidemment qui existent et qu'on peut utiliser pour rénover ce type de bâtiment. Et enfin, dernière slide sur cette fois, donc non plus sur l'enveloppe, mais sur les systèmes. Donc j'évoquais le fait qu'il faut autant que faire se peut changer le type d'énergie, en tout cas opter pour un vecteur énergétique bas carbone. Donc là, c'est un sujet qu'on a notamment sur les bâtiments d'enseignement qui sont assez souvent chauffés avec une chaufferie, donc soit au fioul, soit au gaz, mais une chaufferie centrale et puis qui ensuite dessert tout le site, tous les bâtiments. Et donc sur ce type de bâtiment, au moment de changer la chaudière, il faut se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas raccorder le bâtiment à un réseau de chaleur et donc profiter par la suite d'un taux de NR qui va être croissant sur ce type de réseau, ou pour le coup changer complètement la chaufferie gaz par une chaufferie bois. Donc c'est des photos qu'on voit à droite qu'on a pris donc sur un lycée qu'on a audité il y a quelques temps, où le lycée avait opté pour une chaufferie bois qui alimentait tout le bâtiment et ce qui permettait de bien décarboner l'énergie utilisée en exploitation. Et enfin, un dernier sujet, on l'a vu avec le décret tertiaire, on prend en compte toutes les consommations dans les bâtiments tertiaires, y compris ce qu'on appelle les usages spécifiques. Donc là, ça correspond à l'électricité qui est consommée notamment par la bureautique, l'informatique, enfin tous les équipements qui sont installés dans le bâtiment. Et donc c'est une part des consommations qui est non négligeable et qu'on peut optimiser avec ce type de système. Donc là, je vous ai présenté donc les chaudières numériques. Donc en fait, c'est un système qui va permettre de récupérer la chaleur qui est issue des data centers ou des équipements informatiques, des baies informatiques. Ça va récupérer cette chaleur et ça va permettre de préchauffer de l'eau pour préchauffer l'eau chaude pour l'eau chaude sanitaire ou pour le chauffage. Donc là, on
on limite les besoins en refroidissement sur ce type d'équipement et en plus, on récupère de la chaleur qui de toute façon aurait été perdue. Donc voilà un autre exemple d'innovation qu'on essaie de mettre en œuvre petit à petit pour réduire ces consommations et optimiser ces rénovations énergétiques en tertiaire. J'espère que je ne vais pas trop déborder sur le temps. Si vous avez des questions. Non, c'est parfait. Voilà, au stade des solutions techniques, qui ne sont qu'une partie de la solution. Et côté de ça, on va avoir besoin d'un outil juridique, on va avoir besoin également d'un peu de financement. Et c'est là où on arrive un petit peu au cœur du sujet, avec notamment l'effet de levier que peuvent jouer les collectivités territoriales en la matière. Voilà, y a-t-il des questions particulières avant que l'ADEME... Pas de questions, n'empêche pas. Très bien. Eh bien, la parole à l'ADEME pour compléter. Si, donc, après les solutions techniques, donc comment mettre en œuvre tout cela et quel accompagnement pour les collectivités locales. Donc d'abord, je vais vous présenter l'offre d'accompagnement de l'ADEME. Donc diapo suivante, s'il vous plaît. Alors je ne vais pas tout vous présenter parce que j'en ai pas le temps, je me concentrerai uniquement sur certains aspects. Mais rapidement, donc en termes d'information, de ressources, il y a la plateforme Agir de l'ADEME, donc qui présente l'ensemble de l'offre d'accompagnement financière de l'ADEME. Ensuite, la plateforme Opéra, donc j'en ai pas parlé pour le dispositif éco-énergie tertiaire, mais c'est la plateforme de suivi des objectifs qui sont assignés donc aux assujettis, à ceux qui sont obligés donc d'atteindre les objectifs d'économie d'énergie. Donc en matière de conseil, de soutien à l'ingénierie, il y a le réseau des conseillers énergie partagée, donc qui sont des économes de flux pour les communes de moins de 10 000 habitants. Donc, les 2 points suivants, je vais les détailler. Et en termes d'aide à l'investissement, donc il n'y a pas d'aide à l'investissement pour les économies d'énergie sur le bâti des collectivités, enfin, je le précise quand même. Mais par contre, il y a des aides à travers le fonds chaleur pour les énergies renouvelables, pour la chaleur renouvelable. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, premier outil, le schéma directeur immobilier énergétique. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail parce que Espelia va présenter cet outil. Mais donc, ça fait partie de l'offre ADEME. Alors, pour atteindre des objectifs qui soient quand même ambitieux, il faut une stratégie immobilière pour les collectivités, quelle que soit la thématique, hein, énergie ou pas énergie. Mais évidemment, avec le dispositif éco-énergie tertiaire, il faut intégrer l'énergie dans la stratégie immobilière. Alors, on a conduit en partenariat avec la Banque des Territoires une expérimentation sur 3 régions, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie, Occitanie. Donc, pour expérimenter ce type de schéma directeur immobilier énergétique. Et bon, il se trouve que c'est Espelia qui a été retenu pour accompagner des collectivités de taille moyenne. Donc, il y a plus de 60 collectivités qui ont été sélectionnées. Et donc, on espère en tirer un retour d'expérience. Donc, depuis, on a généralisé cet accompagnement pour les collectivités donc à l'échelle nationale. Donc, l'offre est présente sur la plateforme Agir. Et donc, on propose un taux d'aide de 50% avec un plafond des coûts de 20 kg € par collectivité. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le dispositif éco-énergie tertiaire, comme je le disais, c'est une obligation de résultat finalement. On est obligé d'atteindre une réduction des consommations d'énergie, tous usages, et ce qui fait foi, c'est la consommation d'énergie qui est relevée par le compteur d'énergie qui alimente les bâtiments. Alors, comment atteindre un résultat énergétique ? Quand on fait un projet de rénovation énergétique, il y a pas mal d'intervenants, il y a les concepteurs, les entreprises de travaux, les exploitants. Et ce qu'on constate, c'est que le résultat, finalement, n'est pas forcément au rendez-vous par rapport à ce qui était prévu au niveau du programme. Alors, pour atteindre un résultat énergétique effectif, il y a 2 types d'approches. Il y a la démarche de commissionnement, qui est une démarche de qualité qui permet d'assurer une interface entre les différents intervenants et qu'à l'arrivée, donc au moment de la réception du bâtiment et lors de l'exploitation du bâtiment, les économies d'énergie soient effectivement au rendez-vous. Donc ça, c'est une démarche de qualité qui est menée par ce qu'on appelle un agent de commissionnement, qui est une sorte de chef d'orchestre finalement entre les différents intervenants. Et puis après, il y a une approche qui est plus globale, qui est le contrat de performance énergétique, donc qui est un contrat global qui est proposé par un interlocuteur unique pour la collectivité et qui associe donc les phases de conception, travaux et exploitation. Et là, il y a une garantie contractuelle à atteindre un résultat énergétique.
Diapo suivante. Donc, il y a une définition qui est donnée du contrat de performance énergétique, notamment depuis l'arrêté du 14 mai 2020. Donc, comme je le disais, c'est un contrat conclu entre un donneur d'ordre, donc la collectivité, par exemple, et une société de services d'efficacité énergétique qui garantit contractuellement une diminution des consommations d'énergie par rapport à une situation de référence. Et donc, quand il n'y a pas atteint des objectifs du contrat, eh bien, il y a des pénalités financières. Donc, on voit que par rapport à la philosophie du dispositif éco-énergie tertiaire, le contrat de performance énergétique est un outil qui est quand même bien adapté pour atteindre ces objectifs. Donc, diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, depuis 2016, l'ADEME, avec le CEREMA et le CSTB, on a mis en place un observatoire des contrats de performance énergétique, puisque c'est un outil qui est quand même assez récent, hein, qui date, on va dire, des années 2010, depuis le Grenelle de l'environnement. Donc, on a tenu à observer un peu ce marché naissant. Donc, ça, ce sont les chiffres 2017 qui ont été publiés en 2019. Alors, je ne l'ai pas mis sur le slide, mais il y a un site internet depuis cette année qui est observatoirecpe.fr, qui présente l'ensemble de ces résultats dans le détail. Et donc, en 2017, il y avait environ 300 contrats de performance énergétique qui couvrent 22 millions de mètres carrés. Donc, un contrat de performance énergétique, ça peut avoir un périmètre assez large, hein. Ça peut couvrir un bâtiment, comme ça peut couvrir des dizaines, voire des centaines de bâtiments. Donc, par exemple, la ville de Paris, il y a un CPE sur une centaine d'écoles, comme une commune peut avoir un contrat de performance énergétique sur un seul bâtiment. Donc, on voit qu'il y a une disparité assez importante suivant les régions. Il y a des régions qui sont beaucoup plus dynamiques sur ce marché-là, notamment la région Auvergne-Rhône-Alpes. Diapo suivante. Alors, quels sont les objectifs observés, les objectifs d'économie d'énergie observés sur les contrats de performance énergétique? Alors, oui, je vois qu'il y a la question, qu'est-ce qu'un CPE? Alors, CPE, ça veut dire contrat de performance énergétique. Donc, il y a différents types de CPE. Il y a des CPE qui peuvent porter uniquement sur l'optimisation des consommations d'énergie sans qu'il y ait vraiment d'investissement lourd, hein. On va dire que c'est des marchés de services. Après, il y a des contrats de performance énergétique qui vont porter sur la rénovation des équipements énergétiques. Et puis, il y a des CPE globaux qui vont porter à la fois sur la rénovation du bâti, la rénovation des équipements énergétiques, et puis sur les services, sur l'exploitation et la sensibilisation des occupants. Donc, il y a des durées assez variables, mais en général, ça s'approche plutôt d'une dizaine d'années pour la durée des contrats. Et les économies d'énergie augmentent avec le type d'action qui est mise en œuvre. Donc, pour les CPE globaux, on a des économies d'énergie en moyenne de 39%. Donc, on va dire que c'est en ligne avec les objectifs de la loi Elan pour les CPE globaux. Donc, diapo suivante. Donc, l'ADEME, on met en œuvre un soutien pour des assistances à maîtrise d'ouvrage pour mettre en œuvre donc, des contrats de performance énergétique ou des démarches de commissionnement. Donc là, la cible, c'est plutôt le tertiaire public, donc les collectivités locales. Et donc, on apporte une aide de 50% sur ces missions d'AMO et on exige donc des performances minimales pour la mise en œuvre de ces démarches, que ce soit CPE ou commissionnement. Donc, c'est minimum 40% pour un bâtiment ou 30% pour plusieurs bâtiments, sachant que de toute façon, au minimum, les bâtiments qui font l'objet de ces missions-là doivent atteindre les objectifs du décret tertiaire s'ils sont soumis au décret tertiaire. Donc, diapo suivante. Donc ça, c'est les différents dispositifs d'accompagnement, parce que jusqu'à maintenant, je vous ai présenté uniquement l'accompagnement de l'ADEME. Mais pour les collectivités locales, il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement. Alors, en termes d'accompagnement de conseil d'ingénierie, il y a le programme de certificat d'économie d'énergie qui s'appelle ACTE, qui est porté par la FNCCR. Donc, il y a de nombreux appels à manifestation d'intérêt qui apportent des aides, notamment sur l'ingénierie, sur les audits énergétiques, sur les schémas directeurs immobiliers, sur le financement d'économes de flux. Ensuite, donc ça, c'est l'offre ADEME que je vous ai présentée, les schémas directeurs immobiliers, AMO CPE, AMO commissionnement. Donc, les conseillers en énergie partagée, les CEP. Et puis ensuite, il y a des aides à l'investissement.
Donc pour les collectivités locales, c'est des dotations de l'État qui sont distribuées par les préfets, donc la DETR, la DSIL et la DECID. Donc cette année, il y a à peu près 1 milliard d'euros qui sont distribués donc, par les préfets. Donc la DECIL, ça s'adresse aux communes. Et donc, ce sont des dotations qui portent sur la rénovation des bâtiments, rénovation énergétique des bâtiments. Ensuite, il y a le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Donc là, c'est le dispositif d'obligation d'économie d'énergie qui porte sur les fournisseurs d'énergie. Et à travers cette obligation-là, les fournisseurs d'énergie, pour atteindre leur objectif, distribuent des aides à la rénovation. Et donc, ça concerne les collectivités aussi. Et enfin, il y a des prêts qui sont distribués par la Banque des territoires. Donc, le prêt GPI Ambre, donc des prêts pour la rénovation énergétique avec des objectifs minimums de 30% d'économie d'énergie. Et ensuite, un autre dispositif qui s'appelle le dispositif Intracting pour des économies d'énergie à temps de retour plus rapides, avec des temps de retour inférieurs à 10 ans. Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Nadège, le micro est coupé. Ton micro est coupé. Alors, je disais que l'Intracting était mis en œuvre par la Banque des territoires. Hein. C'était un dispositif qui a concerné jusqu'à présent les établissements d'enseignement supérieur et qui tend à se développer, y compris auprès du patrimoine des collectivités. Voilà, peut-être, Frédéric, peut-on rappeler ce qu'est un CPE global? Donc, un CPE qui intègre certainement la fourniture d'énergie, on imagine. Non, le CPE n'intègre pas forcément la fourniture d'énergie. Un CPE global, c'est un CPE qui porte vraiment sur l'ensemble des actions d'amélioration énergétique d'un bâtiment. Donc, ça va porter sur la rénovation du bâti, le remplacement des équipements par des équipements plus performants et des actions sur l'optimisation des équipements existants, l'amélioration du comportement des occupants. Donc, en gros, c'est tout le panel des actions qui ont été présentées par Pouget précédemment. Donc, ça, c'est un CPE global. Après, il y a des CPE sur un périmètre qui est plus restreint. Donc, il y a des CPE équipements qui vont se concentrer plus sur la rénovation des équipements uniquement. Et enfin, des CPE services, donc qui, eux, vont se concentrer sur des actions de services énergétiques qui portent sur l'optimisation des équipements existants. Donc, c'est par exemple des contrats d'exploitation avec des objectifs d'amélioration de la performance énergétique. Et donc, plus le CPE global, plus les économies d'énergie sont importantes, évidemment. Oui, donc au bilan, on a vraiment un dispositif sur mesure hein, qu'on peut tout à fait adapter au patrimoine, quel que soit son état. C'est ce qui est intéressant. Tout à fait. C'est vraiment un dispositif sur mesure. Et ça, c'est à la collectivité en fait, de fixer des objectifs plus ou moins performants dans son programme. C'est évident que si elle fixe un objectif de 50% d'économie d'énergie, eh bien, les prestataires proposeront un CPE global. Bien. Alors, la transition est finalement assez naturelle avec le rôle des collectivités, parce que c'est elles qui vont jouer un effet de levier, mais à la fois sur leur patrimoine, mais également sur le patrimoine des particuliers, le patrimoine qui finalement maille leurs emprises territoriales. Et quel que soit leur niveau, les collectivités généralement entreprennent des actions en la matière. Et donc, Espelia va nous en parler. Alors effectivement, je vais me concentrer sur les 280 millions de mètres carrés dont vous avez parlé tout à l'heure, le patrimoine public des collectivités locales, du bloc communal, communes, interco en particulier. C'est le fruit d'un travail qui nous a amené à travailler sur plus de 3 millions de mètres carrés jusqu'à maintenant. Et puis, comme l'a dit Frédéric de l'ADEME tout à l'heure, sur près de 5 millions dans les tout prochains mois. On a déjà commencé donc sur 3 régions à travailler sur ces sujets-là. Vous avez bien posé en introduction les éléments de constat, les objectifs qui sont ambitieux et aussi le fait que 0,2% seulement des rénovations se font de manière globale. Ça nous interroge et effectivement, l'idée que l'on a à Espelia et à travers les schémas directeurs immobiliers et énergie portés par l'ADEME, c'est que la rénovation énergétique
doit être l'occasion d'embarquer plein d'autres enjeux qui tournent autour du patrimoine public. Aujourd'hui, si les solutions techniques existent, Arnaud les a montrées, si les outils de contracting existent, Frédéric en a parlé, les deux Frédéric nous en ont parlé, eh bien, la question, c'est pourquoi on arrive à un si faible taux, finalement, de rénovation globale. C'est probablement, et nous, c'est la position que l'on a, le parti pris que l'on a à SPLA, c'est de dire il faut probablement profiter de cette entrée, l'optimisation de la performance énergétique, les obligations du décret tertiaire, etc., pour élargir le spectre et embarquer plus largement les acteurs. On est dans un jeu d'acteurs complexe quand on est dans du patrimoine public. Il y a la question de la performance énergétique, mais elle est évidemment indissociable, par exemple, de la question de la maintenance, de la vétusté, Arnaud l'a dit, mais au premier chef aussi de l'usage. Un élu, quand vous lui dites on va faire de la rénovation énergétique, il va dire très bien, mais moi ce qui m'intéresse, c'est la qualité de mon service public. Je veux aussi que quand on fasse les travaux, ça permette d'améliorer l'accueil de mes résidents, de rendre un meilleur service public, etc. Donc la question de la valeur d'usage, qui va aussi interférer très directement sur les performances énergétiques. Aujourd'hui, selon l'intermittence que vous avez d'occupation dans les locaux, selon le taux de fréquentation que vous avez dans vos locaux, vous arrivez à des performances plus ou moins importantes. Donc, l'idée, c'est d'embarquer aussi les services qui gèrent l'occupation de ces locaux, évidemment, et pas rester dans une logique purement technicienne et technico-technicienne, entre guillemets. Il y a évidemment l'enjeu des charges d'exploitation. On sait très bien que les décisions au final d'ordre politique dépendent pour beaucoup du juge de paix qu'est l'économique et le financier. Autrement dit, le nerf de la guerre pour les collectivités, c'est la maîtrise de leurs charges d'exploitation. L'énergie correspond à un des 3 gros postes de consommation et de fonctionnement des équipements publics. Donc, évidemment, la question pour les élus, c'est comment réaliser ces performances dans le meilleur investissement soutenable possible, c'est-à-dire un investissement qui permette de rentrer dans le cercle vertueux, de réduire mes charges d'exploitation et donc de dégager de la capacité d'autofinancement net qui va me permettre de réinvestir dans ce cercle vertueux. Donc, l'idée, c'est que la rénovation énergétique, nous le prenons, à travers notamment les schémas directeurs immobilier énergie dont on a parlé, comme une des composantes parmi un système, un écosystème assez complexe qui doit embarquer et le financier et l'usager et les services techniques liés à la maintenance. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc justement, l'idée, diapo suivante, c'est de pouvoir travailler dans une aide à la décision, dans une approche qui soit à la fois globale, vous l'avez compris, et concertée. Alors le mot concerté est évidemment capital aussi, parce que quand un maillon de la chaîne ne fonctionne pas, c'est tout le système qui capote. Autrement dit, on a des ambitions, on anticipe des objectifs à atteindre, mais pour passer à l'action, il y a toute cette phase d'appropriation qui est capitale. L'appropriation par les uns, par les autres. Et donc, un schéma directeur immobilier énergie, c'est aussi mettre en place une organisation de reporting de données, de suivi, de management de l'organisation, de manière à pouvoir atteindre ces objectifs. Les solutions techniques, on les a, on les connaît, elles ont été énumérées tout à l'heure. La difficulté, une des difficultés, c'est la combinatoire qu'il peut y avoir pour que les services juridiques, en haut du schéma, les services techniques, d'où part souvent l'idée de la rénovation et de la mise aux normes et de performance énergétique, soient aussi cohérents dans leur action publique avec les services financiers qui ont leur propre vision du patrimoine et principalement à travers la programmation pluriannuelle d'investissement qu'ils doivent mettre en place, mais aussi les services à la population qui, eux, souhaitent que la rénovation soit l'occasion aussi d'améliorer la fonctionnalité, de travailler un peu mieux sur les taux d'occupation, etc. Avec évidemment les instances à la fois décisionnelles, politiques et techniques qui doivent participer à ces prises de décision, et puis les partenaires institutionnels et financiers dont nous a parlé notamment Frédéric Rosenstein. Donc, l'idée, c'est de développer cette fameuse aide à la décision pour les pouvoirs publics, mais de manière globale et concertée. La question, c'est comment, par où on commence? C'est la slide suivante, et c'est
la méthode, entre guillemets, la démarche que nous proposons à travers ces schémas directeurs immobilier énergie, c'est d'organiser le pilotage stratégique de la rénovation énergétique à travers une vision beaucoup plus macroscopique. Alors, on commence, il y a 5 étapes avec des séquences animées par des séquences d'animation pour travailler sur la concertation, où l'énergie, vous voyez, en rouge, pour chacune des étapes, on va la retrouver en prenant toute sa place, sa juste part, mais mise en relief, mise en perspective dans les volontés politiques, dans les contraintes juridiques, etc., etc. Donc, 5 étapes principales avec des validations successives et des effets clapet et des traitements de priorité au fil de l'eau parce que c'est des missions qui sont relativement longues. En général, on intervient, ça dure facilement 1 an et demi pour réaliser un schéma directeur immobilier énergie. On commence par 5 étapes, 5 jalons, le lancement de la démarche. Donc, on cadre bien les enjeux et les objectifs. Chacune des collectivités a ses propres objectifs qui découlent des objectifs nationaux, des critères tertiaires ou autres, mais aussi locaux, plan climat, air, énergie, par exemple. Il faut adapter évidemment la méthode et l'ambition à ces objectifs réglementaires, politiques notamment. On organise au sein des services la manière dont on va collecter toutes ces informations usagères. J'insiste sur cette notion-là qui est capitale aussi, puisque au final, c'est bien l'énergie qu'on ne consomme pas qui est la plus performante et la moins coûteuse. Donc, organiser l'instruction et l'image de la photographie à l'instant T des performances énergétiques d'un patrimoine et mettre les méthodologies de manière à ce que cette photographie à l'instant T permet de constituer un film dans le temps pour suivre la photo et les performances évaluées au fil de l'eau. Donc, on organise tout ça dans cette phase de lancement. On organise des ateliers agiles avec des équipes issues de tous les services des collectivités, parce que toutes quasiment sont concernées par le patrimoine. Mais aujourd'hui, l'information est totalement éparse dans un service juridique qui va gérer les baux, les charges locatives, la tenue de l'inventaire, les acquisitions, cessions, dans un service technique qui va gérer la maintenance, les interventions de gros entretiens, renouvellement, etc. Dans les services usagers qui, eux, vont gérer les créneaux. L'information est dispersée, on la regroupe ici à travers un outil commun développé notamment avec l'Association des maires de France et qui s'appelle patrimoinepublic.fr, une solution digitale qui oblige, entre guillemets, à la transversalité de l'information, la centralisation de l'information, avec des ateliers à agir qui nous permettent aussi cette appropriation dont je parlais tout à l'heure, des remontées de diagnostics partagées, l'idée aussi de pouvoir avoir une vision un peu prospective de ces besoins à venir et de conduire le changement en embarquant les équipes de manière transversale. On met en place ce lancement de mission. Ensuite, on réalise cet inventaire avec les équipes. On fait quelquefois des visites techniques. Les ingénieurs énergie vont travailler sur les enveloppes, les systèmes, le confort, comme Pouget qui nous accompagne sur cette mission très structurante de SDIE. On produit de la matière à travers de bases de données transversales et puis qui sont accessibles sous forme digitale avec des droits utilisateurs pour chacun des services qui va pouvoir mettre à jour les données, etc. Ça permet d'avoir la photo, de tirer un diagnostic partagé et d'identifier déjà des premières pistes qui vont mettre en valeur la rénovation énergétique dans un cadre beaucoup plus large qui correspondent aux volontés politiques et aux différents enjeux dont j'ai parlé tout à l'heure. On étudie des scénarios, c'est la phase 3, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces données, j'allais dire, de départ, de référence de départ, on simule des scénarios prospectifs. Et si je mutualise tel bâtiment, et si je rénove de manière lourde avec l'enveloppe ou de manière plus légère, uniquement sur les systèmes, qu'est-ce qui se passe? On simule ainsi
En général, 3 scénarios. Un scénario au fil de l'eau, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe et quels sont les impacts au niveau financier, quels sont les impacts au niveau des gaz à effet de serre, etc. Et puis d'autres qui vont être évidemment plus ou moins volontaristes, plus ou moins ambitieux, mais dont le recueillement des données de départ nous permet de faire des simulations réalistes. L'idée, c'est d'être ambitieux, mais réaliste financièrement, réaliste politiquement, etc. Et dans l'acceptabilité sociale des travaux qu'il faut réaliser, qui ne sont jamais simples quand on est en site occupé. On fait ces simulations, les élus décident du scénario retenu, et à ce moment-là, à travers des ateliers de concertation, on mène toujours ces ateliers parallèlement, des décisions peuvent être prises et un programme pluriannuel d'investissement et de fonctionnement inscrit dans le marbre, ou en tous les cas défini de manière, en phase 4, de manière à donner de la visibilité sur les financements, sur les opérations, sur les projets politiques, sur des choses qui sont à la fois, donc on a dit, anticipées, mais qui permettent de passer à l'action, de l'anticipation à l'action par l'appropriation. On suit ces démarches-là, et avec l'ADEME, on les suit au-delà du PPI qui a été décidé sur 2 ans, de manière à rentrer dans une politique d'évaluation des politiques publiques pour s'assurer que les objectifs définis au départ sont atteints. Si oui, tant mieux. Sinon, pourquoi? Quels sont les écarts? Comment réajuster? Et c'est cette démarche qui est donc structurante, globale, concertée, sur le temps long, que nous menons, slide suivante, alors que nous avons déjà mené avec je le disais en introduction, avec déjà un grand nombre de collectivités et que nous continuons, nous avons l'honneur de continuer avec Pouget Consultant auprès de 60 nouvelles collectivités, parmi elles une douzaine qui font plus de 40 000 habitants et qui regroupent près de 5 600 bâtiments au total et près de 5 millions de mètres carrés. Donc, on espère ainsi participer à l'expérimentation d'une démarche qui est encore assez peu connue des collectivités, moins de 10% d'elles l'amènent, mais qui par contre connaît un très bel engouement par rapport au contexte actuel que l'on connaît en particulier. Merci beaucoup Thomas pour cette intervention. Alors finalement, il y a 2 leviers sur lesquels les collectivités peuvent agir. On a parlé tout à l'heure du contrat de performance énergétique, donc contrat global, et on vient de parler du schéma directeur donc immobilier, qui est également l'un des outils d'une meilleure appropriation du patrimoine. Et je retiens ce que vous avez dit tout à l'heure de l'anticipation à l'action par l'appropriation. Voilà, c'est très important. Et donc, poursuivons l'approche avec un volet extrêmement complémentaire, qui est celui qui va nous présenter l'APC autour des démarches d'accompagnement des habitants dans la rénovation de leur logement, ce qui est également un enjeu pour les collectivités, que de générer cette prise de conscience et de donner aux particuliers les moyens de rénover leur logement. Oui, donc me revoici. Vous pouvez passer tout de suite à la slide suivante, peut-être pour aller un peu droit au sujet. Deux slides d'abord de contexte pour justement montrer cet enjeu d'articulation entre une action qui peut être menée par la collectivité en interne sur son propre parc, et ça a été très clairement précisé préalablement, et puis aussi une action sur son territoire. Ces 2 volets, on va les retrouver systématiquement, normalement, dans le cadre des plans climat, donc plans climat qui sont un peu le document stratégique pour orienter une action locale en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc vous savez que l'enjeu il est gigantesque si on veut tenir les accords internationaux et puis ce que nous réclame la Terre tout simplement. Donc vous retrouvez à chaque fois donc, dans ces plans climat qu'est-ce qui peut être fait si on veut atteindre un objectif de neutralité carbone. Un exemple sur Paris et sur la métropole du Grand Paris, qu'est-ce que ça signifie si on veut faire cette trajectoire? Ça veut dire rénover 100% des immeubles le plus rapidement possible. On se fixe un cap à 2050 avec une phase d'accélération dans les 10 prochaines années et puis après un rythme de croisière qui doit être extrêmement important afin de diviser par 2 les consommations du parc, quel qu'il soit.
c'est aussi un développement massif des énergies renouvelables. Donc là, on retrouve un peu une cohérence que vous avez résumée avec la démarche Négawatt. On n'a pas le temps d'en parler ici, mais si vous ne connaissez pas, je vous encourage grandement à découvrir un peu le schéma où l'idée, c'est de dire qu'il faut commencer par réduire le gâchis, ensuite de faire de l'efficacité et enfin, pour le peu d'énergie qui reste à consommer, développer des solutions renouvelables. Slide suivante. Donc un enjeu majeur d'action, premier point. Et deuxième point, c'est aussi un enjeu économique, puisque le développement de cette rénovation énergétique, c'est de l'activité économique, c'est des emplois. Alors, pour faire un petit chiffrage rapide, nous, on a regardé juste sur le champ de la copropriété sur le Grand Paris. On prend sur une quote-part à 20 000 € par logement. Il y en a 2 millions à rénover sur les 30 ans qui viennent. Ça fait de l'ordre de 40 milliards d'euros d'activité économique à injecter sur le territoire sur les 30 ans qui viennent, soit un marché potentiel qui serait de l'ordre du milliard d'euros par an sur notre territoire grand parisien. Alors pourquoi les copropriétés? Je vais vous en parler juste après. Pourquoi les copropriétés? Simplement parce que vous avez vu au niveau national à peu près une grosse moitié de maisons, une petite moitié de logements collectifs, avec au sein de ça de la copropriété et du parc social. Évidemment, dès qu'on s'intéresse aux zones urbaines, la proportion est tout à fait différente. À titre d'exemple, pour Paris, 100% ou quasiment 100% du logement parisien est collectif. Donc, c'est des appartements pour 20% à peu près du parc social et pour 80% de la copropriété. À l'échelle du Grand Paris, c'est encore 85% du parc privé qui est collectif, donc qui est en copropriété. Donc, pour les grandes zones urbaines, évidemment, c'est un facteur majeur, la copropriété. Copropriété, donc c'est un segment aussi qui se rénove pas comme d'autres, et donc sur lesquels il est important d'avoir une action cohérente et adaptée à ce segment de la rénovation. Et là, je vous propose de passer à la slide suivante. Et un petit clic supplémentaire pour faire apparaître l'ensemble de la slide. Voilà. Donc voilà. Donc, les plans climat qui confirment le fait que simplement la collectivité locale, dans le cas de ces périmètres de compétences propres, à la marge en fait sur, allez, on va dire 10% à peu près des émissions de gaz à effet de serre du territoire, l'essentiel se joue évidemment sur les gens qui habitent sur le territoire et qui y travaillent. Donc pour agir sur cette partie des émissions de gaz à effet de serre, il y a un enjeu en fait de mobilisation des habitants tout simplement, et c'est pour ça que l'Agence parisienne du climat a été créée à Paris en 2011. Alors l'APC, vraiment très rapidement, on est ce qu'on appelle une agence locale de l'énergie du climat, comme il y en a une quarantaine en France. On est ce qu'on appelle un peu le service public de la performance énergétique de l'habitat, regroupés au sein de ce qu'on appelle les espaces FAIR. Donc, dans le temps, ça s'appelait les espaces info-énergie. Aujourd'hui, on est un espace FAIR, donc on est le représentant de ce service public pour le territoire parisien. Pour en savoir plus et retrouver un peu nos équivalents sur vos territoires, fair.gouv.fr. Et puis après ça, vous pouvez retrouver directement les structures équivalentes à l'APC. Alors à l'APC, quand on s'est créé, on a constaté, voilà, en faisant le bilan de diagnostic territorial, qu'il y avait un enjeu majeur sur la copropriété. Et c'est pour ça que dès la création de l'agence, il y a maintenant 10 ans, on s'est concentré sur ce champ de la copropriété en développant un outil et un dispositif qui s'appelle Coach CoPro. Et Coach CoPro, je vais vous le présenter maintenant un tout petit peu plus en détail. On peut passer à la slide suivante. Alors, Coach CoPro, l'idée, c'est que c'est peut-être deux choses. D'abord, c'est un service gratuit rendu aux copropriétaires et à leurs représentants, les syndics, pour les inciter, les aider à aller vers la rénovation énergétique de leurs biens. Ce travail du quotidien, on le fait de façon gratuite et indépendante dans le cadre de missions des espaces FAIR, donc l'APC à Paris et nos collègues un peu partout en France. L'idée, c'est de mettre les gens sur les rails. D'une part, de les alerter sur l'enjeu de la rénovation énergétique, qui est important, qui est nécessaire. Quoi qu'il arrive, il va falloir s'intéresser à ce sujet-là et faire les choses. Et donc, alerter et ensuite conseiller et accompagner pour se mettre sur les rails et faire appel aux bons professionnels. Donc ça, c'est le premier volet du dispositif. Et s'y adosse un outil web qui s'appelle coachcopro.com et qui est en fait un outil dans lequel on va retrouver toute une série de références disponibles pour aider à la rénovation. Par exemple, des cahiers des charges types pour faire un diagnostic technique global de façon efficace. Par exemple, un cahier des charges pour faire la maîtrise d'œuvre. Donc voilà, des outils pour aller faciliter le passage à l'action. Slide suivante. Et donc ce dispositif Coach CoPro, donc on l'a mis en place à la base sur la région parisienne, donc APC à Paris, et puis progressivement, beaucoup de nos collègues de ce service public se sont dotés de cet outil. Donc aujourd'hui, Coach CoPro, si vous allez sur coachcopro.com, vous pourrez retrouver toute une série de territoires qui relaient ce dispositif avec nos outils.
Donc l'idée à chaque fois, c'est d'être adapté, d'avoir un discours adapté à ce segment bien spécifique qu'est la copropriété, qui se rénove, simplement qui ne se rénove pas avec les mêmes acteurs et les mêmes systèmes d'organisation que ce qu'on peut connaître pour le parc des collectivités, pour le parc social ou encore pour le parc de maisons individuelles. Quelques indicateurs un peu de l'inscription de ce dispositif aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on ne couvre pas toute la France, mais c'est 60% de couverture territoriale tout de même. Donc c'est assez marquant. Donc on trouve le dispositif sur les grandes régions urbaines que vous connaissez. 10 000 copropriétés déjà inscrites, donc on touche à Paris, pour donner un ordre de grandeur. Aujourd'hui, on arrive à accompagner à peu près 10% du parc parisien. C'est moins en proportion au niveau français pour le moment, mais avec des taux de croissance qui sont assez conséquents, puisqu'on fait quasiment plus 50% d'accompagnement par an d'une année sur l'autre. Et donc aujourd'hui, c'est 400 000 logements en copropriété qui sont accompagnés par ce dispositif Coach Copro. Slide suivante. Alors, comment on agit? L'idée un peu de base, c'est, comme je vous l'ai expliqué un petit peu avant, la rénovation énergétique, c'est un marché qui est aujourd'hui un marché de niche, qui doit aller vers la généralisation, donc vers la massification. On entend souvent ce mot sur ces sujets. Et donc, pour développer ce marché, il faut agir sur les deux composantes d'un marché, à savoir la demande et l'offre. Donc, une approche segmentée sur le champ de la copropriété, sur lequel il y a une demande de rénovation qui doit émerger. Donc, c'est la demande des copropriétaires, donc des gens qui doivent être convaincus qu'ils doivent agir pour rénover leur logement et en améliorer la qualité énergétique. Donc, une action vers les copropriétaires et puis leurs représentants. Ça, c'est un point qui est important en matière de copropriété, c'est les syndics, donc élus par le syndicat des copropriétaires, donc par l'ensemble des copropriétaires, et qui sont un peu les délégués de classe ou l'exécutif de cette petite démocratie qu'est la copropriété. Donc, une action vers la demande pour rendre cette rénovation désirable, puis une fois qu'il y a un souhait d'avancer sur un projet, le préparer dans le bon sens, parce que c'est vrai que c'est des sujets techniques, hein, vous l'avez vu sur toutes nos présentations, on est quand même des techniciens, et souvent ces sujets techniques sont difficiles à appréhender pour le citoyen lambda. Donc il y a tout un travail de pédagogie, de simplification des démarches pour mettre les gens sur les rails, et une fois que les rails sont bien placés, faire appel aux professionnels qui sont disponibles sur le territoire. Donc là, c'est l'action vers l'offre. On a aujourd'hui toute une série de professionnels compétents sur nos territoires, des professionnels du bâtiment, qu'il s'agisse de professionnels de la maîtrise d'œuvre, architectes, bureaux d'études, qu'il s'agisse d'entreprises de travaux, façadiers, entreprises générales. Mais par contre, elles sont souvent peu visibles et leur métier est souvent mal compris. Et donc, du coup, il y a tout un travail de mettre en visibilité ces professionnels, de montrer les rénovations déjà réalisées et exemplaires pour donner envie aux prochaines générations de copropriétaires de s'engager dans les démarches. Donc voilà, donc une action avec Coach Copro de dynamisation du marché par une action avant tout sur la demande, donc vers les copropriétaires, mais aussi de mise en visibilité de l'offre. Slide suivante. Alors, quelques résultats, j'ai essayé de faire relativement bref. Quelques résultats, donc l'idée, c'est, on n'est pas encore aujourd'hui dans la massification de la rénovation énergétique, hein. Tout ce qu'on vous a dit préalablement le montre bien. Les choses sont en train de bouger à toute vitesse. Simplement, nous, là, ce qui se passe à l'heure actuelle, notre souhait, c'est de travailler pour développer des rénovations exemplaires partout et pour tous. On a besoin d'avoir des premières générations de rénovations exemplaires qui vont donner envie aux suivants de faire la même chose. Donc, il y a 10 ans, on n'avait pas de rénovation énergétique exemplaire en matière de copropriété sur le territoire du Grand Paris. Aujourd'hui, c'est le cas, on les compte en dizaines, en centaines. L'enjeu, c'est de les compter en milliers le plus rapidement possible. Donc là, je vous montre quelques exemples de rénovations réalisées. Et puis, si vous allez sur coachcopro.com, notamment sur le site parisien, vous retomberez sur plein d'exemples de ce qui se fait de bien déjà sur le terrain. Donc, des rénovations énergétiques exemplaires pour tout type d'immeuble et pour tout type d'habitants. L'enjeu essentiel en matière de copropriété, c'est que chacun se retrouve dans le projet qui va être lancé, qu'on soit jeune ménage qui vient de s'endetter sur un premier bien, comme personne retraitée qui a déjà rentabilisé, payé son bien, mais qui par contre a des niveaux de revenus qui ne sont pas faciles, qui ne permettent pas facilement, aisément de réaliser les travaux. Donc partout et pour tous. Ce qu'on constate aussi, c'est des habitants qui vont plus vite en fait au projet de rénovation, parce qu'ils sont engagés, parce qu'on leur donne tous les outils pour pouvoir prendre en main leur projet. Ce qui fait qu'on a des taux de satisfaction à Paris, mais un peu dans tout le réseau FER qui sont très bons, puisqu'on est au-delà de 90% de satisfaction. Et puis enfin, on a des entreprises qui se développent et qui savent rester concentrées sur leur métier. Ça, c'est un point important, c'est que
bien souvent en matière de rénovation, il y a toute cette phase de pédagogie qui est complexe à prendre en charge pour des entreprises. Enfin, en langage entreprise, hein, on appelle ça du temps commercial. Le temps qui va se passer entre le moment où on a le premier contact et le moment où on a une affaire signée. En matière de copropriété, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut mettre tout le monde d'accord et sur les rails. Et donc, du coup, c'est bien là qu'on est utile. Et les entreprises qui collaborent après avec des copropriétés qui sont passées entre nos mains au préalable constatent qu'on va bien plus vite à l'essentiel et que du coup, on est efficace. Donc voilà, déjà 300 millions d'euros de travaux engagés via des copropriétés inscrites sur Coach CoPro. Un niveau de consommation d'énergie qui est en baisse notable. Alors, le niveau de qualité des rénovations doit être encore amélioré, mais tout de même, on a quelque chose qui est déjà significatif. Voilà très brièvement pour le sujet copropriété, puis avec plaisir pour continuer avec des questions, ou bien vous avez là, merci à Philippe pour l'envoi des 2 liens Internet. Merci, merci à tous. Donc, il y avait une question, en fait, qui disait à l'expérience, quels sont les meilleurs arguments pour convaincre les maîtres d'ouvrage publics, en particulier les élus locaux décisionnaires? Peut-être que l'expérience de Paris peut être une référence dans ça. Quel est à l'usage, en fin de compte, Frédéric, le meilleur argument pour convaincre un élu? Alors, pour convaincre un élu d'agir sur le champ du privé, c'est avant tout, donc sur la rénovation du parc privé, c'est simplement déjà de répondre aux besoins des habitants, tout simplement. Aujourd'hui, on voit bien, les réglementations évoluent, on commence vraiment à sentir qu'il y a une obligation qui va venir. Face à ça, on a beaucoup d'habitants qui sont tout simplement un peu perdus et qui ont besoin d'avoir des interlocuteurs qui vont les aider à avancer dans le parcours. Et c'est exactement ce à quoi sert Coach CoPro ou les espaces verts. Donc le premier argument, c'est le service au public. Le deuxième, c'est ce service au public là, que je vous expliquais, Coach CoPro, c'est quelque chose de finalement peu coûteux, puisqu'il s'agit de quelques postes à l'échelle du territoire et qui permettent de faire ce conseil. Donc c'est très gagnant en termes d'impact. Deuxième argument, peut-être troisième argument, c'est que c'est bon pour l'économie locale. Pour vous donner un ordre de grandeur, quand j'ai un collaborateur qui est en contact avec un propriétaire sur un conseil au téléphone, c'est en moyenne, on discute sur 15 000 € en moyenne de travaux à réaliser derrière. Donc, c'est des volumes d'affaires pour les entreprises locales qui sont relativement conséquents. Bon, voilà pour 3 arguments. Et puis, on peut creuser après. Il y a aussi un enjeu évidemment d'adapter en fonction de qui on a en face de soi. Merci. Une dernière question avant de conclure, en fin de compte. Peut-être, là, on parle plutôt des bâtiments tertiaires, donc peut-être pour Frédéric Rosenstein. Le retour sur investissement dans une période de taux d'intérêt bas, quand on parle sur des contrats de performance énergétique, ou même sur la rénovation classique de bâtiments résidentiels, qu'est-ce qu'il faut dire sur le retour sur investissement? Quel est le retour moyen sur investissement? Retour sur investissement, c'est pas évident de fournir un chiffre comme ça parce que ça va dépendre beaucoup des situations de référence, du type de bâtiment à rénover. On l'a vu par exemple pour les bâtiments à caractère architectural, historique, les coûts de rénovation peuvent être très, très importants. Et je pense qu'il ne faut pas avoir une approche uniquement en temps de retour sur investissement parce que comme l'a présenté Espelia, il faut avoir une approche globale, une approche patrimoniale. Et il y a des bâtiments, de toute façon, il faut les rénover, il faut les entretenir. Et pour ces bâtiments-là, dans ce cas-là, il faut embarquer la performance énergétique. Donc, la performance énergétique va améliorer la rentabilité de rénovation globale. Je pense qu'il faut plutôt raisonner comme ça que plutôt par temps de retour sur investissement. Alors, on peut raisonner par temps de retour sur investissement quand on fait des rénovations légères, quand on va changer uniquement les équipements énergétiques. Et là, on a des temps de retour inférieurs à 10 ans. Mais dès lors qu'on fait une rénovation globale, qu'on touche au bâti, ça n'a pas vraiment de sens de parler en temps de retour sur investissement. Donc, on est sur du global. Voilà, sur du global. Mais pour des rénovations globales qui touchent le bâti, on a des coûts d'investissement qui sont de quelques centaines d'euros par mètre carré. Donc, ça fait quand même des chiffres importants. Quand je citais au départ 1 milliard de mètres carrés pour le tertiaire ou 280 millions de mètres carrés pour les communes. Donc, ça fait des montants, c'est des centaines de milliards d'euros à investir d'ici 2050. Donc, si on raisonne uniquement en énergie, je veux dire, c'est pas tenable. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une approche globale à travers des schémas directeurs immobiliers où on raisonne en global sur les services à apporter, sur la réduction des surfaces aussi. C'est aussi un levier important de réduction de surface sur certains équipements, par exemple, mais embarquer là-dedans la performance énergétique. Et embarquer la performance énergétique, ça permettra d'avoir une approche plus globale et de réduire les coûts d'investissement
au final. Parfait. Et les coûts de fonctionnement, évidemment. Merci beaucoup. Ça va être les mots de conclusion. Hein. Donc, c'est raisonner sur une stratégie globale et non sur un secteur particulier. Donc, Nadège a dû nous quitter parce qu'elle avait une visite officielle. Donc, je vais conclure. Je remercie tout l'auditoire, en fin de compte, pour cette séance. Merci à tous les intervenants. C'était difficile de tenir, on a dépassé un tout petit peu de 15 minutes. Faire la rénovation énergétique en 1 heure sur résidentiel et tertiaire, c'est une belle performance. Merci à tous pour votre synthèse. Cette séquence a été filmée et est disponible en replay, puisqu'il y a pas mal de nos auditeurs qui nous écoutent en replay. Donc, je vous ferai passer les liens à tous pour que vous puissiez vous revoir et voir ce replay-là. Il me reste à vous remercier, vous souhaiter une bonne journée. La prochaine matinale sera sur le thème de la loi sur la transition écologique et résilience. Cette matinale aura lieu le 10 juin matin, entre 9h et 10h. Vous allez recevoir bientôt Save the Date pour vous confirmer cette date-là. Je vous remercie à tous les intervenants et les participants. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouverai donc le 10 juin pour la future matinale. Merci à tous. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.